Imaginez être une femme si dangereuse qu'on vous surnomme Lady Killmore, Madame Tue Plus, et que la haute société murmure que là où vous allez, la mort suit. Voici l'histoire extraordinaire d'Enid Maud Lenderman, une femme qui semblait plus un mythe qu'une réalité. Veuve 4 fois avec chaque époux, laissant non seulement un héritage, mais un sillage de murmures sombres sur son passage. Sa vie a traversé des continents et des scandales dévastateurs. Des fêtes éblouissantes de Paris aux rues ravagées par la guerre en France, où elle a survécu à l'occupation nazie en trayant des chèvres et en aidant des prisonniers à s'échapper de sa villa élégante. Somerset Maugham l'a surnommée Lady Killmore, pour son infamie aussi puissante que son charme. Elle a dîné avec des princes, gardé un guépard comme animal de compagnie avec un collier serti de diamants, et n'a jamais laissé passer un scandale. Cependant, sous les manteaux de fourrure extravagants et l'esprit mordant, il y avait une femme qui luttait contre l'addiction, le chagrin d'amour et le regard implacable de la société. L'histoire d'Enid n'est pas seulement une histoire de luxe et de séduction, c'est un récit de survie d'une femme qui s'est relevée des cendres des rumeurs et de la ruine, pour vivre audacieusement selon ses propres termes. Voici la vie indomptable d'une légende scandaleuse qui a défié les probabilités, les gros titres et peut-être même la mort elle-même. Préparez-vous à rencontrer la femme la plus dangereuse de son époque, dont la vie était si extraordinaire qu'il est encore aujourd'hui difficile de séparer la réalité de la légende qu'elle a elle-même créée. Musique. Enid Madlingman est née en 1892 dans la terre ensoleillée d'Australie, avec un lignage riche en histoire et en ambition qui prédestinait une vie extraordinaire. Elle était l'arrière-petite-fille du docteur Henry Lindman, un pionnier anglais dont les idées migratoires ne se sont pas enracinées dans la médecine, mais dans le sol fertile d'un vignoble. En 1843, Henry a sollicité une concession de terre de la couronne, la nommant Kawara. Depuis cette étendue sauvage aux abords de Sydney, il a fondé Lindman Wines, plantant les graines de ce qui deviendrait l'industrie viticole renommée d'Australie. Son nom est devenu un toast dans le monde du vin, et son héritage a préparé le terrain pour une vie de chapitre extraordinaire pour Enid, qui, avec le temps, écrirait les siens propres. Élevée à Stratfield avec 6 frères et sœurs, l'enfance d'Enid fut marquée par l'aventure et l'audace. Là où d'autres filles auraient pu se contenter de poupées, Enid se délectait du grand air, suivant ses frères dans la nature sauvage avec un pistolet à la main ou une canne à pêche prête. Elle montait à cheval avec une grâce intrépide, un présage de la vie qu'elle mènerait, audacieuse, sans excuses et libre des attentes de la société. Cette rébellion précoce était un signe de ce qui allait venir. Une femme qui briserait toutes les règles sociales de son époque et deviendrait la figure la plus fascinante et controversée du XXe siècle. À 19 ans, le chemin d'Enid croisa celui de Rutherford Cameron, un magnate du transport maritime de 43 ans de New York, dont l'empire s'étendait à travers le Pacifique, des côtes de l'Amérique aux rivages de l'Australie. Célibataire de longue date et homme d'une présence imposante, Cameron fut immédiatement captivé par la beauté et la vivacité de la jeune Australienne. Elle, à son tour, fut attirée par le courant de son monde, un tourbillon de richesse et de pouvoir qui définirait bientôt le sien. Sa proposition arriva rapidement, mais sa mère, toujours prudente, hésita. « Trop jeune pour connaître ton cœur », l'avertit-elle, prônant la patience. Cependant, le temps prouverait que son hésitation n'était pas moins que de la sagesse, mais plutôt une confession qui viendrait des années plus tard. La mère d'Enid était elle-même tombée amoureuse de Cameron. Malgré cette révélation délicate, l'attraction du destin était plus forte que les réserves de la convenance. Quand Enid atteignit 23 ans, Cameron l'attendait,
et ils se marièrent lors d'une grande cérémonie à l'église anglicane de Saint-Paul. Entourés de 230 invités, chacun témoin de la naissance d'un nouveau chapitre dans la vie d'Aenid. Leur maison devint une vaste propriété à Staten Island, 200 acres de sol américain, où elle présiderait des jardins et de grandes réunions. Cameron possédait également le bâtiment Cameron, un gratte-ciel imposant de 16 étages qui marquait l'horizon de Manhattan comme un phare de son succès, s'élevant au coin de la 34e rue et de Madison. Les histoires de la beauté d'Aenid se répandirent comme un feu de forêt. On disait que la circulation à Manhattan s'arrêtait lorsqu'elle sortait, une vision si rayonnante que hommes et femmes s'arrêtaient pour l'admirer. Cette vision de perfection, l'appelait-il, mais était-ce vrai ou une autre des inventions ludiques d'Aenid? Ses amis, habitués à son talent pour l'embellissement, la qualifiaient de mythomane, une conteuse dont les récits, comme le vin de ses ancêtres, s'enrichissaient avec le temps. Cette tendance à l'auto-mythification deviendrait une caractéristique déterminante d'Aenid tout au long de sa vie. Elle comprenait instinctivement que dans le monde de la haute société, la perception était aussi importante que la réalité et devint une maîtresse dans l'art de contrôler son propre récit. Mais la vie, avec tout son éclat, porte des ombres. À peine un an après son mariage, Aenid devint veuve. Cameron, le titan de l'industrie, succomba à un cancer, laissant derrière lui une épouse en deuil, un fils de 9 mois et une fortune qui assurerait une vie de privilège, bien qu'aucune richesse ne puisse remplacer l'homme qu'elle avait appris à aimer. Cependant, la mort continuerait de suivre Aenid, et des années plus tard, elle serait accusée d'être impliquée dans les décès qui l'entouraient. À 22 ans, Aenid Maud Lindemann était déjà une veuve riche, laissée à élever son jeune fils au milieu d'un tourbillon de richesses et de rumeurs. Mais le chagrin ne la ralentit pas. Peu après la mort de son mari, elle s'engagea avec Bernard Baruch, le financier américain destiné à conseiller des présidents comme Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt. 20 ans plus âgé qu'elle, Baruch n'était pas seulement son guide financier. Des murmures circulaient selon lesquels il avait été son amant, bien avant son mariage avec Cameron, peut-être dès ses 16 ans. C'était un scandale en formation, le genre qui suivit Aenid toute sa vie. Sa belle-sœur, avec un mélange d'indignation et de soulagement, commenta un jour « Peux-tu imaginer que lorsque mon frère est mort, sa première maîtresse était ce terrible Bernard Baruch? Dieu merci, elle a eu assez de bon sens pour ne pas l'épouser. » Le mariage, bien sûr, n'était jamais envisagé. Baruch était déjà marié, et selon les propres mots d'Aenid, il n'était pas très bon au lit, et était très mauvais. En 1915, les tambours de la guerre résonnaient à travers l'Europe, et Aenid, jamais prête à reculer devant l'aventure, s'installa à Paris pour conduire des ambulances pour l'effort de guerre. C'est là qu'elle s'engagea avec le comte de Derby, bientôt ambassadeur de Grande-Bretagne en France. Le comte, déjà accablé par ses fonctions de ministre de la guerre, se désespérait du chaos qu'elle causait parmi ses officiers. Un jeune homme menaça de se suicider s'il ne pouvait la voir, lui confia-t-il. Comme si ce genre de tumulte était courant dans ses affaires. Et pour Aenid, c'était le cas. Tout au long de ses nombreuses liaisons romantiques, 5 de ses amants finiraient par se suicider, incapables de supporter le poids de son rejet. Tel était son pouvoir sur les hommes que l'épouse d'un admirateur exigea de savoir où Aenid avait l'intention d'être enterrée. Car son mari avait déclaré que s'il ne pouvait être avec Aenid dans la vie, il se contenterait de l'éternité à ses côtés dans la mort. Et je n'ai pas l'intention de continuer à le déterrer, ajouta sèchement la femme. Sentant le besoin d'une distraction, le comte la présenta à un héros de guerre, Frederick Cavendish, affectueusement appelé Caviar, le fils d'un ami.
Distingué sur le champ de bataille, connu pour son apparence éblouissante et ses compétences inégalées au polo, Caviar n'avait ni fortune, ni titre auquel Aenid était habituellement attirée. Mais elle avait besoin d'un homme pour gérer ses finances, une tâche dans laquelle elle était notoirement mauvaise. Et en juillet 1917, ils se marièrent. Ce fut une union inattendue, née non de la passion ou de la richesse, mais de la praticité. Aenid était habituée à la richesse, et pourtant, la voilà, mariée à un homme qui n'avait que son courage et son charme à offrir. Après le mariage, Caviar retourna au front belge, tandis qu'Aenid continuait à conduire des ambulances. Leur vie d'après-guerre les mena au Caire, où Caviar commandait le 9e lancier. L'Égypte, avec ses déserts dorés et son mysticisme ancien, captura le cœur d'Aenid. Le jour, elle tenait court parmi les camarades de son mari, et la nuit, elle devenait une légende. Il y avait, bien sûr, les paris, celui où elle paria contre tout le régiment, un récit confirmé à la fois par Aenid et par plusieurs des hommes impliqués. Et puis il y avait les nuits, où elle se déguisait en homme, jouant du piano dans la salle à manger des officiers, brouillant les lignes entre convenance et scandale, avec son aisance habituelle. L'Égypte, avec ses pique-niques au bord du Nil, ses promenades au clair de lune dans le Sahara et ses soirées somptueuses dans des villas de grès, était un paradis. C'était, comme Aenid le dirait plus tard, le moment le plus heureux de sa vie. Un temps où elle n'était pas seulement une veuve ou une épouse, mais une femme vivant pleinement selon ses propres termes. Dans la chaleur éclatante de l'Égypte, au milieu des ruines anciennes et des sables dorés, la vie d'Aenid Mould Lindemann prit un autre tournant inattendu. C'est là, à l'ombre des pyramides, qu'elle rencontra Lord Carnarvon, gardien du château de Highclere. Carnarvon s'était marié avantageusement pour éviter la ruine financière, mais sa véritable passion résidait dans l'égyptologie. Aenid, toujours attirée par les hommes de pouvoir et de prestige, se retrouva impliquée dans une liaison avec l'homme dont le nom résonnerait bientôt à travers l'histoire. Lorsque la tombe du roi Toutankhamon fut découverte en 1922, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, s'assura qu'Aenid soit parmi les premiers à pénétrer dans la chambre funéraire. Avec son jeune fils, Rory, à ses côtés, elle marcha à travers des couloirs intouchés par le temps, le poids de l'histoire pesant sur eux, tandis que le monde observait de loin avec émerveillement et crainte. Mais pour Aenid, la tombe n'était pas seulement une merveille historique. C'était une scène sur laquelle sa vie d'intrigue et d'aventure continuerait à se dérouler. Après 6 ans en Égypte, se délectant de ses mystères, elle et son mari, Caviar, partirent pour l'Angleterre, où Caviar fut nommé général de brigade, commandant la première brigade de cavalerie dans le Hampshire, et ils s'installèrent dans le rythme tranquille de la vie à la campagne. Mais le calme n'avait jamais convenu à Aenid, même lorsqu'elle donna naissance à sa fille Patricia en 1925 et à un fils, Frederick Carroll. 16 mois plus tard, une énergie agitée bouillonnait sous la surface. Elle apprit à conduire une élégante voiture noire, une compétence rare pour les femmes de son temps, et embrassa la vitesse et la liberté qui l'accompagnaient. Son apparence frappante ne fit que s'accentuer lorsque ses célèbres cheveux roux se blanchirent à cause d'une pneumonie, encadrant son visage comme une couronne de glace contre les lignes nettes de ses tailleurs Chanel. Cependant, malgré le cadre bucolique de leur domaine militaire, son cœur vagabondait, avec des voyages sur le continent, du Golfe avec le prince de Galles et son cercle éclatant. Sa vie était un mouvement perpétuel, la sauvagerie de l'Égypte cédant la place à l'attrait de Londres, Paris et les enclaves à la mode du sud de la France, où elle pouvait à nouveau jouer le rôle de séductrice, de mythe et d'énigme. Caviar, toujours le soldat dévoué, restait sur le terrain avec ses précieux poneys de polo.
satisfait de tout ce que la vie lui avait donné, sauf de son amour. Puis, en 1931, l'inévitable frappa à nouveau. Caviar mourut subitement d'une hémorragie cérébrale dans l'appartement parisien d'Aïnid. Elle était veuve à nouveau, bien que pour Aïnid, cela représentait peut-être plus un retour à la liberté qu'elle désirait qu'une perte de compagnon. Son mariage avait été marqué par la camaraderie et la convenance plutôt que par la passion. Et avec sa mort, elle était libre de poursuivre la vie selon ses propres termes, une fois de plus. Le veuvage ne la ralentit jamais, au contraire, il semblait l'enhardir. Elle raviva une ancienne romance avec le vicomte de Castle Rose, le chroniqueur de potins notoire de Londres et héritier du comté de Kenmore. Castle Rose était charmant et ambitieux, mais il avait peu d'argent, un défaut fatal aux yeux d'Aïnid. Alors qu'il rêvait de l'épouser, les attentions d'Aïnid se tournèrent bien vers un autre vicomte, Marmaduke Furness, connu simplement sous le nom de Duke. Furness, un magnate du transport maritime et le 6e homme le plus riche du monde, avait tout ce que Castle Rose n'avait pas, richesse, statut et pouvoir. Avec Duke, Aïnid se retrouva une fois de plus au cœur du cercle scintillant de la société. Une femme dont l'attrait ne résidait pas seulement dans sa beauté, mais dans l'énigme qu'elle avait soigneusement construite tout au long de sa vie. Duke avait son propre passé sombre, il avait été marié 2 fois auparavant, et des rumeurs persistaient autour de la mort mystérieuse de sa première épouse, Daisy. Elle était morte dans des circonstances suspectes, lors d'une croisière de plaisance près de Monte-Carlo, où elle fut rapidement inhumée en mer, suscitant des rumeurs selon lesquelles Duke aurait joué un rôle dans sa mort. Sa deuxième épouse, Thelma Morgan, était maintenant la maîtresse du prince de Galles et une confidente proche de Wallis Simpson, dont la propre liaison conduirait finalement à la crise d'abdication. Duke cependant, fut totalement captivé par Aïnid dès l'instant où leurs chemins se croisèrent. Il affirma que son cœur s'était arrêté le jour où il l'avait rencontrée, et sa poursuite fut implacable. Fleurs, bijoux, gestes extravagants. Il la combla de tout cela quotidiennement. Il lui offrit l'usage de ses voitures, yachts et avions privés, rendant impossible pour elle de l'ignorer. Lorsqu'il apprit qu'elle avait réservé un billet sur le Golden Arrow depuis Londres, il l'annula promptement, envoyant son avion privé la chercher à la place. En rentrant dans son appartement de Chelsea, Aïnid trouva une lettre, l'informant que Duke avait acheté non seulement son appartement, mais tout l'immeuble. Aïnid appréciait la chasse, commentant un jour « Un homme est un prédateur. Il savoure l'incertitude de la chasse, alors ne le laissez jamais se sentir sûr de sa proie. » Mais après le grand geste d'acheter son immeuble, elle se sentit obligée d'accepter son invitation à dîner au Savoy. Et à partir de cette nuit, leur liaison commença. Ils se marièrent en 1933, et la vie d'Aïnid devint plus luxueuse qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Duke possédait un chemin de fer privé, 2 yachts, un avion privé, et ils voyageaient dans une caravane de Rolls-Royce. Ils parcoururent l'Afrique du Sud avec grand style. Le monde semblait à leurs pieds. Mais sous la surface, leur relation bouillonnait de tension. Le tempérament de Duke était incontrôlable, son agressivité passive envers Aïnid une constante sous-jacente. Cependant, dans son esprit, ces éclats n'étaient que des signes de son amour débordant. Il n'y avait rien au monde qu'il n'était pas prêt à me donner, réfléchit-elle plus tard. De tous les hommes qui m'ont aimé, et certains étaient aussi riches que lui, il était celui qui était prêt à mettre le monde à mes pieds. Cependant, son affection ne s'étendait pas aux enfants d'Aïnid. Lorsque sa fille Patricia l'appela papa, Duke explosa. « Je ne suis pas ton père et ne me désigne jamais ainsi. » Il méprisait leur présence, les reléguant dans une aile séparée de son manoir londonien ou les plaçant dans un appartement différent complètement.
Pendant leur mariage, Enid continua à vivre comme elle l'avait toujours fait, selon ses propres termes. Elle commença à collectionner des animaux exotiques, y compris un guépard de compagnie qui portait un collier serti de diamants, qu'elle promenait fièrement dans Hyde Park. Elle avait un Hyrax qu'elle entraîna à utiliser les toilettes, et un perroquet qui imitait sa voix en criant « Téléphone, Pat !» chaque fois que le téléphone sonnait. Mais même ces excentricités ne pouvaient la protéger des jalousies croissantes de Duke. Il détestait tout ce qui ou qui détournait son attention de lui. Malgré sa richesse et son style de vie luxueux, Enid s'intéressa à aider les moins fortunés. Elle s'arrêtait souvent pour offrir de l'argent ou de l'aide aux vétérans sans abri, aux grandes dames de son chauffeur et de sa gouvernante, qu'elle considérait comme d'affreux snobs. Pour protéger sa fortune de la rancune croissante de Duke, Enid finit par la transférer à son fils aîné, Rory. Il n'avait pas besoin de mon argent, et il en voulait à mon indépendance financière. Alors je me suis rendu à lui, m'assurant que mon fils soit pris en charge. À mesure que les années 30 touchaient à leur fin, la tension entre Enid et Duke devint insupportable. N'étant plus discrète sur ses liaisons extra-conjugales, Enid les affichait ouvertement. Un amant en particulier, le duc de Westminster, provoqua la colère de Duke comme l'un des rares hommes dont la richesse rivalisait avec la sienne. Le duc de Westminster était une menace, et Duke entrait dans des rages jalouses chaque fois qu'il apprenait les interactions d'Enid avec lui. Leur relation tumultueuse culmina lorsque Duke refusa d'accompagner Enid au couronnement du roi George VI en 1937. Imperturbable, Enid y assista avec le duc de Westminster à la place. Furieux, Duke déclara que leur mariage était terminé et partit pour le continent, poussant Enid à prendre ses enfants et à s'enfuir en Amérique. À son retour, elle écrivit une lettre dramatique à Duke, affirmant qu'elle se suiciderait dans un taxi. Paniqué, Duke organisa une équipe de recherche pour découvrir qu'Enid était dans une clinique londonienne en train de subir un lifting facial. Furieux, Duke annonça que sa deuxième épouse, Thelma, était revenue avec lui et chassa Enid et ses enfants de la maison. Bien qu'Enid soit partie, leur séparation fut de courte durée. Quelques jours avant que la Grande-Bretagne ne déclare la guerre à l'Allemagne, Duke lui envoya un télégramme demandant pardon. Toujours pragmatique, Enid lui pardonna et ils se réunirent en France, imperturbables par le conflit qui se profilait. Au cours des premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, la santé de Duke se détériora rapidement. Cloué au lit, il fut diagnostiqué avec une cirrhose du foie. Et, malgré la menace imminente de la guerre, Enid resta à ses côtés, le soignant dans leur maison à Cannes. Avec l'intensification de la guerre, beaucoup de leurs domestiques s'enfuirent, laissant Enid gérer la maison et s'occuper de Duke seul. L'état de Duke empirait, tourmenté par des hallucinations où il criait à l'esprit de sa fille décédée, April, la blâmant pour s'être mariée à un homme qu'il désapprouvait. Son déclin fut rapide, et le 5 octobre 1940, Duke mourut, laissant Enid dans une situation précaire, seule en France, occupée par les nazis. Pour survivre, Enid mit ses bijoux en gage et acheta des chèvres pour produire du lait, du beurre et du fromage pour sa famille. Son ingéniosité ne s'arrêta pas là. Vivant près d'un camp de prisonniers de guerre, Enid accueillait souvent des prisonniers évadés, les cachant dans sa maison. Dans un moment audacieux, elle déguisa un fugitif en sa femme de chambre, trompant avec succès la police militaire lors d'une rafle. Cependant, à mesure que les soupçons nazis augmentaient, Enid savait qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne soient découverts. Elle prit la difficile décision de fuir, utilisant ses connexions avec le gouvernement britannique pour sécuriser un passage hors de France. Voyageant sous son passeport américain de son premier mariage, Enid et sa fille Patricia s'échappèrent en Espagne, puis à Lisbonne,
où elles embarquèrent à bord d'un dirigeable à destination de Londres. De retour à Londres, maintenant au cœur du Blitz, Enid et Patricia trouvèrent refuge à l'hôtel Claridge, tandis qu'Enid attendait son héritage de la succession de Duke. Mais le chemin vers sa fortune était loin d'être simple. La deuxième épouse de Duke, Thelma, contesta le testament, provoquant une bataille juridique prolongée. Duke avait modifié son testament peu avant sa mort, laissant à Enid 3,5 millions de livres, plusieurs propriétés et son yacht. Thelma soutint que son fils, le plus jeune de Duke, avait droit à l'héritage, en particulier après que le fils aîné de Duke, Duke, était mort pendant la guerre. Alors que l'affaire traînait en longueur, Enid trouva du réconfort auprès d'une ancienne flamme, Lord Castle Rose, maintenant comte de Kenmore. Les deux avaient ravivé leur romance, et Castle Rose, maintenant divorcé et en difficulté financière, emménagea avec Enid dans la maison londonienne qu'elle avait autrefois partagée avec Duke. Castle Rose, gravement obèse et en mauvaise santé, avait du mal avec les escaliers et passait beaucoup de son temps à lutter contre ses jalousies concernant le passé d'Enid. Cependant, il était gentil avec ses enfants, bien différent de l'indifférence de Duke. Pensant qu'elle était riche grâce à l'héritage de Duke, Castle Rose proposa de transférer 3000 livres sur son compte bancaire et de lui léguer sa propriété familiale de Kenmore si elle acceptait de l'épouser. Bien qu'elle acceptât, elle lui demanda d'attendre que sa bataille juridique avec Thelma soit résolue, craignant qu'un mariage ne mette en péril sa revendication sur la fortune de Duke. Castle Rose, impatient, annonça publiquement leur fiançailles, laissant à Enid peu d'autre choix que de l'épouser en janvier 1943. Après leur mariage, ils s'installèrent à Kenmore, mais l'union se détériora rapidement. La santé de Castle Rose déclina, et ses jalousies devinrent violentes. Quand Enid lui annonça qu'elle était enceinte, il devint suspicieux que l'enfant ne soit pas de lui, l'accusant d'infidélité dans une série d'éclats violents. Au cours d'une dispute, il lui lança une chaise en l'appelant prostituée. Enid, imperturbable, répondit fameusement « Je suis peut-être une prostituée, mais il me semble que c'est moi qui paie pour tes services. » Seulement 8 mois après leur mariage, Castle Rose mourut d'une crise cardiaque. Son poids excessif et son mode de vie l'avaient finalement rattrapé. Malgré les avertissements des médecins d'éviter le sexe en raison de sa condition fragile, Enid commenta plus tard « C'était l'un de ses seuls plaisirs restants dans la vie. Comment pouvais-je lui refuser ?» Après sa mort, des rumeurs circulèrent au sujet de la grossesse d'Enid. La mère de Castle Rose, la veuve Lady Kenmore, accusa Enid d'avoir inventé la grossesse pour s'accrocher à la propriété de Kenmore, jusqu'à ce que sa dispute sur le testament de Duke soit résolue. Enid affirma que l'enfant aurait été un garçon, mais sous la pression de la veuve, elle accepta un avortement, déclarant que Lady Kenmore avait insisté, croyant que tout enfant né d'une femme de l'âge d'Enid serait un idiot. Alors que les années 50 commençaient, la longue bataille juridique sur la succession de Duke prit fin, et Enid reçut finalement son héritage. Enid Mad Lindemann ne se remaria jamais après la mort de Castle Rose. Au lieu de cela, elle trouva du réconfort dans la beauté de sa villa dans le sud de la France, un sanctuaire maintenant sous la garde de son fils aîné, Rory. Rory, un héros de guerre décoré, prit en charge la propriété, la transformant en un refuge glamour où les stars de cinéma les plus célèbres du monde, les artistes et les bohèmes, se réunissaient sous les cieux ensoleillés. La villa, remplie d'échos de rire, du parfum des pains méditerranéens et du bourdonnement des soirées remplies de jazz, devint l'incarnation de l'esprit Lindemann, audacieux, sans excuses et libre. Pendant que Rory divertissait l'élite, Enid se consacra à ses passions, la peinture, la sculpture et sa ménagerie toujours croissante d'animaux chéris.
Son esprit resta indomptable, son goût pour la vie intact. Les amants allaient et venaient, tout comme ses voyages à travers l'Europe, glissant entre ces nombreuses villas, chacune un refuge rempli d'art, de décorations excentriques et d'histoires se murmuraient parmi les plus audacieux de la société. Mais les ombres de son passé la suivaient comme un voile sombre. Le surnom de Lady Kilmore lui collait à la peau, un sobriquet cruel, attribué par Somerset Maugham, reflétant la rumeur cruelle qu'elle avait joué un rôle dans les morts de ses 4 maris. Elle en riait publiquement, mais dans des moments plus calmes, elle confessait que les murmures faisaient parfois mal. En 1954, cependant, Enid se retrouva au centre d'un scandale très réel. Elle était à New York, séjournant à l'hôtel Sherry Netherland, en visite chez sa belle-sœur, lorsqu'elle croisa Donald Bloomingdale, héritier de la célèbre chaîne de grands magasins, bien que ce ne fût pas inhabituel qu'elle soit en ville, ou que Bloomingdale, un ami de Rory, assiste à l'une de ses soirées. Cette visite serait tout sauf ordinaire. Sa belle-sœur, avec sa langue acérée habituelle, méprisa la présence de Bloomingdale, le qualifiant de vendeur de casseroles et de poêles. Alors que la soirée touchait à sa fin, Enid se retira dans sa suite, tandis que Bloomingdale, qui maintenait également une chambre à l'hôtel, resta. La rumeur disait que plus tard dans la nuit, Bloomingdale demanda de l'héroïne à Enid, et elle accepta, lui remettant la dose fatale, enveloppée dans un mouchoir de dentelle, brodé de ses initiales. Le lendemain matin, son corps sans vie fut découvert par son domestique, qui alerta rapidement l'avocat. Avant que la nouvelle ne puisse se répandre, Enid avait disparu, fuyant New York, avant que quiconque ne puisse la relier à la mort prématurée de Bloomingdale. Pendant un temps, Enid évita New York, son terrain de jeu autrefois familier, désormais teinté de scandales. Daisy Fellows, une ancienne amie devenue critique acerbe, ne put résister à se moquer de l'incident. « Je vais organiser un dîner pour 12, 6 hommes et 6 femmes, et Enid aura la place d'honneur, car elle a tué plus de gens. » Les mots de Daisy blessaient plus profondément que d'autres, car elle n'avait jamais accepté Enid comme son égale. Une Australienne avec un pédigré vague, lui avait-elle dit un jour. Quand Enid commença une fois une conversation avec les gens de notre classe, Daisy l'interrompit brusquement. « Un instant, Enid, ta classe attend. » Le scandale Bloomingdale raviva inévitablement les luttes passées d'Enid. Des murmures circulaient selon lesquels elle était également accro à l'héroïne. En vérité, Enid avait été brièvement dépendante à la morphine dans les années 30, après une blessure qui la laissa dans une douleur insupportable. Elle chercha une cure de désintoxication et réussit à se rétablir, touchant rarement quelque chose de plus fort que du Coca-Cola dans les années qui suivirent. Mais Daisy Fellows n'était pas du genre à laisser les faits interférer avec une bonne plaisanterie. Si Enid était absente ou en retard à une fête, Daisy se moquait, probablement occupée avec son aiguille. Malgré l'extérieur robuste d'Enid, il y avait des moments où les rumeurs la blessaient. Lors d'un dîner à Manhattan, lorsqu'un hôte insistant la pressa sur sa réputation de Lady Kilmore, elle se leva simplement de la table et partit. L'hôte, anticipant sa réaction, avait déjà renvoyé son chauffeur chez lui. Imperturbable, Enid marcha jusqu'à la route la plus proche et fit signe à un taxi pour rentrer à son hôtel, un acte audacieux de défi qui ne fit qu'ajouter à sa légende. Au fil des années, Enid trouva une nouvelle paix au Kenya, vivant avec sa fille Patricia et une variété d'animaux, ou dans sa villa en France avec Rory. Son fils cadet, Frederick, maintenant le 7e baron Water Park, l'accueillait également dans sa propriété. À 70 ans, elle restait aussi indomptable que jamais, acquérant des terres en Afrique du Sud pour élever des cochons de course. Cependant, lorsqu'une ancienne blessure au dos commença à se manifester, elle fut forcée d'abandonner ses rêves de piste de course.
Avec ses forces déclinantes, elle céda la terre à Patricia, qui la transforma en un sanctuaire pour les animaux maltraités et en voie de disparition. Un hommage approprié à l'amour durable de sa mère pour toutes les créatures. Les dernières années d'Aenid furent marquées par la douleur. Cependant, elle refusa résolument de prendre des médicaments, craignant un retour à l'addiction à la morphine. Elle resta fidèle à la devise qui avait guidé sa vie pleine de grandeur et de scandales. Ne jamais être malade, ne jamais avoir peur et ne jamais être jalouse. En 1973, à l'âge de 71 ans, Aenid Mad Lindman mourut comme elle avait vécu, défiant, inébranlable et inoubliable. Aenid Mad Lindman vécut une vie qui oscillait au bord de la légende et du scandale. Une danse hypnotique entre privilèges et dangers. Elle était la femme qui brisait les cœurs et enfreignait les règles, dont le rire résonnait dans les salons les plus grandioses et dont le nom était murmuré derrière des rideaux de velours. Elle aimait profondément et férocement, mais perdait tout aussi intensément. 4 maris, emportés par la main du destin, pourtant toujours avec un point d'interrogation flottant dans l'air. Sa vie fut une réinvention incessante. La jeune Australienne qui devint comtesse, l'amante de millionnaires et de héros de guerre, la collectionneuse excentrique d'animaux sauvages et la maîtresse de secrets trop sombres pour être pleinement compris. Elle affronta les coups de la vie avec grâce et sans fléchir. Guerre, scandale, humiliation publique et la douleur de l'addiction. La sienne comme celle des hommes qui l'aimaient. Sa force était un paradoxe forgé par des douleurs profondes et des plaisirs dorés. Mais sous sa bravoure se trouvait une femme encore capable de douleur, encore vulnérable au pic de ceux qui ne comprenaient jamais son âme agitée. Cependant, son défi durable fut sa véritable victoire. Elle survécut à ses scandales, embrassa ses excentricités et trouva la paix non dans la conquête, mais dans la simple joie de l'art, des animaux et de la loyauté de ses enfants. Même lorsque son corps succomba à l'âge, son esprit resta indomptable. Un rappel que les meilleures histoires de la vie ne s'écrivent pas seulement dans l'amour et la gloire, mais dans le courage de se relever encore et encore des cendres du scandale, de la perte et du jugement murmuré. À la fin, elle quitta ce monde comme elle y était entrée, courageusement, brillamment et sans une once de regret. Aenid Mad Lindman reste un symbole éternel que la vie la plus extraordinaire est celle vécue pleinement selon ses propres termes. Peu importe combien de cœurs vous brisez ou combien de règles vous défiez dans le processus. Son histoire nous rappelle que être véritablement libre signifie être prêt à être mal compris, à être murmuré dans les salons élégants et à porter à la fois la gloire et l'infamie avec la même grâce. Dans un monde qui exigeait que les femmes soient prévisibles et convenables, Aenid Mad Lindman choisit d'être sauvage, imprévisible et absolument inoubliable. Et dans ce choix, elle devint immortelle.